Contact extraterrestre avec la planète Apu. Vidéo exposant en résumé le contact extraterrestre avec Apu, dont le contenu complet est à retrouver dans un article écrit du site contactstellaire.fr. Vitko Novi, pseudonyme de Vlado Kaptanović, est d'origine serbe, vit au Pérou, en zone montagneuse reculée. Il est dans les Andes péruviennes et travaille pour faire vivre sa famille, comme technicien dans une centrale hydroélectrique de Hualanca, sur les rives de la rivière Santa, dans la baie Caieiron, de Huela, dans la région Ancash. De nuit, le 10 mars 1960, l'éclairage électrique s'éteint brusquement, dans les bâtiments de la centrale. Il sort alors, pour mettre en marche le groupe électrogène. C'est là qu'il voit une soucoupe posée à terre non loin, qui émet une lumière intense comme le plein jour. Il est alors avec un collègue, nommé Quiroz, qui dit qu'ils sont connus dans le coin comme étant des Apuniens, et sont appréciés de toutes les populations locales, car ils soignent tous les malades des villages reculés des montagnes, et dit de les laisser tranquilles. Passant outre et le croyant ivre, Vitko Novi rejoint l'engin, et parle avec ses occupants qui s'affairaient à proximité. En s'approchant, Vitko voit que l'appareil est de forme ovoïde semblable à une grosse lentille, qui ne repose pas directement sur la terre ferme, mais semble suspendu dans le vide à quelques centimètres du sol. L'engin reposait sur 3 énormes faisceaux de lumière. Malgré son intensité, la lumière n'éblouissait pas. Elle est agréable et presque apaisante. En arrivant à proximité de l'objet, il a vu 2 personnes, qui avaient l'apparence d'êtres humains de race blanche. Ils étaient jeunes et souriants, et portaient d'étranges tenues. Ils l'ont alors salué dans sa langue maternelle le serbe, ce qui l'a surpris. Vitko leur demande pourquoi ils ont coupé l'électricité dans la centrale. L'un des êtres répond, « Mon ami, nous sommes venus ici depuis l'espace, et quand nous passons par cette galaxie, nous visitons la Terre, fraternellement. Nous ne sommes pas venus sur la Terre pour nuire à quiconque, mais pour aider nos frères terrestres, car nous ne vivons que pour aider les autres. » Puis ils sont remontés à bord par une sorte d'escalier qui rejoignait la partie supérieure. L'escalier s'est ensuite rétracté en même temps que les faisceaux de lumière. Leur engin s'est alors silencieusement élevé à la verticale et a disparu en une fraction de seconde. Mais Vitko va avoir l'occasion d'une autre rencontre. C'est le 12 avril 1960, alors qu'il est parti tôt le matin, en randonnée dans les montagnes de l'Ancash, avec un jeune homme parmi ses collègues ouvriers d'entretien, Adrian Pérez, qui connaissait très bien les chemins de montagne locaux. Dans une plaine, à 4000 mètres d'altitude, ils observent tous les deux, au centre d'une petite pampa sans rocher, la même machine en forme de soucoupe, que Vitko avait vue un mois auparavant devant la centrale de Hualanca. Autour de la soucoupe, se trouvait un troupeau de chèvres et quelques moutons. D'un côté de la petite pampa, se trouvaient plusieurs personnes, hommes, femmes et enfants, des bergers avec leurs familles, qui allumaient un feu. Vitko veut aller leur parler et Pérez accepte d'y aller. En chemin, Pérez lui dit qu'il s'agit d'un endroit particulier, parce que des disques volants pilotés par des extraterrestres avaient l'habitude de s'y rendre régulièrement. Il ajouta que c'était de bonnes personnes qui avaient bien souvent aidé les bergers. C'était le même genre de discours que celui tenu par Quiroz. Une fois arrivé, Vitko voit que les bergers ont une cabane, et à côté d'eux se tenaient les 2 personnages étranges, qu'il avait rencontrés 3 semaines auparavant à côté de la centrale hydroélectrique. Les étrangers sourirent en les voyant, mais les bergers semblaient dérangés par leur présence, suspicieux. Les habitants de la région étaient de mèche avec ces étrangers. Les 2 étrangers étaient grands, sveltes et plutôt beaux. Rien ne permettait a priori de les distinguer de n'importe quel être humain vivant sur notre planète, si ce n'est que l'on aurait pu croire qu'ils appartenaient à une race provenant du mélange de l'ensemble de toutes les races actuellement présentes sur la Terre. La forme de leur visage ressemblait à celle des Arabes, leurs yeux étaient bleus mais légèrement bridés comme ceux de la race mongole, leur nez et leur bouche ressemblaient à ceux des pays nordiques. Leur barbe et leur chevelure leur donnaient le type hindou, la musculature de leur corps évoquait celle des Africains, et la couleur de leur peau était d'un rose très pâle, comme celle des races d'origine celtique. Celui des étrangers qui avait souhaité la bienvenue, semblait lire les pensées de Vitko et il prit la parole en serbe comme lors de la première rencontre, et dit à Vitko : « Nous savons que vous n'acceptez pas d'envisager la possibilité que nous venions d'une autre planète. Ce comportement envers nous est naturel, car vos cellules sont programmées pour nous rejeter. Mais nous vous serions reconnaissants de rester quelques minutes avec nous, et de bien observer ce que nous souhaiterions vous montrer. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, puisque vous êtes armés, alors que nous ne le sommes pas. » Vitko observait que sa tenue était une combinaison, qui comportait une sorte de cagoule fine et presque transparente enserrant le visage, ainsi que 2 renflements qui faisaient office de chaussures au niveau des pieds. La taille, les chevilles et les poignets de la combinaison, étaient équipés de petites poches sans ouverture. Un plastron brillant recouvrait la poitrine. Il comportait 15 boutons,
disposées suivant 3 lignes de 5 boutons chacune. L'étranger ajouta, ces tenues nous permettent de nous déplacer dans l'espace sans utiliser de vaisseau. Je vais vous montrer. Il s'est alors levé. Puis il a effleuré du doigt 2 des boutons qui ornaient son plastron. Sa combinaison s'est alors mise à gonfler à l'emplacement des poches, et il s'est instantanément envolé à la verticale. Il a fait un petit tour dans les airs, et parcouru plusieurs centaines de mètres comme un oiseau, puis il est revenu. Il se tut un moment, puis ajouta, Apu est situé à la périphérie de la Voie lactée. Nous sommes les protecteurs de la vie des habitants de cette galaxie. Nous voyageons à travers l'espace pour aider les êtres que nous rencontrons. Nous ne sommes pas ici pour tenter de vous impressionner. Nous voulons simplement vous apprendre à nous connaître. Il continua sa narration, et parla d'une gigantesque explosion qui se serait jadis produite sur Apu, de la formation des galaxies, des problèmes de la Terre et des autres planètes, ainsi que de beaucoup d'autres choses. Il sera dit plus tard qu'ils sont dans une galaxie nommée X9. Il dit, certains volent comme ceux que vous venez de voir. D'autres ont des soucoupes ovoïdes, comme celles que vous aviez vues, lors de votre premier contact. Parfois aussi, certains se déplacent à l'intérieur de machines plus petites, semblables à des avions avec des ailes repliables. Les Indiens les surnomment Los Vientos, les vents, parce qu'ils viennent et disparaissent comme le vent, sans que l'on s'en aperçoive. Après plusieurs heures de discussion, les étrangers dirent au revoir à Vitko et Pérez, qui repartirent en fin d'après-midi pour rentrer chez eux. Vitko était impressionné par la démonstration de vol, mais pas convaincu du tout d'avoir affaire à des extraterrestres. Il pense à une hypnose collective. Le 15 mai 1960, Vitko part avec un autre collègue nommé Quispe, qui lui a proposé une balade en montagne. Ils se mettent à parler des Apuniens en chemin, car Quispe parle de choses étranges vues parfois dans les montagnes. Vitko croit toujours qu'ils sont des falsificateurs, se faisant passer pour des extraterrestres. Comme ils prirent du retard avec une pause trop longue, ils cherchaient un point de chute pour déjeuner. Ils trouvèrent une cabane de berger avec une famille vivant là, qui les accueillit aimablement. Ils découvrirent dans la cabane, un enfant de 10 ans allongé très malade, avec une fracture du bras et des côtes datant d'une semaine, et avec le visage bleu gonflé par l'infection, d'aspect horrible avec une sorte de gangrène avancée, qui était en grande souffrance, et danger immédiat de mort. Vitko proposa immédiatement de le transporter à travers la montagne en urgence pour l'amener à l'hôpital de Karaz. Mais la mère s'y est vivement opposée, disant que les dieux du ciel allaient venir pour guérir son enfant. Vitko s'attendait à voir ces gens entamer une danse ou un rituel pour invoquer les esprits, quand soudain, un petit engin ailé est descendu du ciel verticalement sans aucun bruit, avant de s'immobiliser juste à côté du feu, à quelques centimètres au-dessus du sol. Tous ceux qui étaient assis autour du feu se sont alors levés, et une femme jeune et belle est sortie de l'étrange engin et les a salués en souriant. Elle portait la même combinaison que celle des 2 extraterrestres, que Vitko avait rencontrés lors de ses 2 premiers contacts. Elle est venue jusqu'à eux sans marcher sur l'herbe, en se déplaçant à quelques centimètres au-dessus du sol. Vitko a appris plus tard qu'elle évitait de piétiner l'herbe et les plantes, de manière à préserver leurs cellules. Elle est alors entrée dans la cabane puis elle a pris le petit garçon dans ses bras, et elle l'a emmené à l'intérieur de son appareil, tout en continuant à glisser au-dessus du sol, malgré le poids de l'enfant qu'elle portait. Tout le monde autour de Vitko s'est alors agenouillé. Lui, était tellement médusé, qu'il est resté debout jusqu'à ce que son compagnon lui demande de se mettre à genoux lui aussi. Au bout d'un moment, la femme est réapparue, en tenant toujours l'enfant dans ses bras. Il avait retrouvé des couleurs, son visage n'était plus gonflé, et il semblait en bonne santé. Vitko s'est approché de lui et a examiné son bras, il n'y avait plus aucune trace de fracture. Pendant qu'il observait l'enfant, qui semblait à présent parfaitement remis et gai comme un pinson, Vitko entend l'étrangère en train de plaisanter avec les paysans. Il conversait en quechua. Or non seulement il comprenait parfaitement tout ce qu'il disait, mais il avait l'impression de les entendre s'exprimer dans sa langue maternelle. Quispe lui dit qu'ils parlent dans leur propre langue et aussi dans toutes les autres en même temps, qu'une fois il leur avait dit qu'ils pouvaient influencer par la pensée le mouvement de certains électrons du cerveau. Ceux qui sont présents accèdent alors à la compréhension de toutes les langues, simultanément. L'étrangère se présenta sous le nom d'Ivanka. Puis elle s'adressa à l'ensemble des personnes présentes, et leur demanda de se relever. « Nous ne sommes pas venus sur la terre pour être remerciés, payés ni adorés, nous a-t-elle dit. Nous sommes ici pour nous consacrer à notre seule et unique mission, tout faire pour aider les autres. » Ivanka lui a expliqué plus tard être une terrienne de Dubrovnik, yougoslave comme lui, qui a été recueillie par les Apuniens, qui lui ont sauvé la vie en 1912, alors qu'elle mourait de tuberculose seule, dans un dispensaire, et elle vit chez eux depuis. Il l'avait téléportée directement chez eux depuis son lit d'hôpital. Ils ont la capacité d'immortalité en régénérant leurs cellules,
et certains vivent dans le même corps depuis des millions d'années. Les gens sont positifs, il n'y a pas de mal, d'égoïsme, d'ambition ou de haine. Ivanka lui dira « Je suis citoyenne de tous les pays de l'univers et sœur de tous les êtres qui y existent. Je suis citoyenne d'Apu. Le devoir inné de chaque Apunien est de protéger la vie et d'aider les êtres partout où nous nous trouvons. Nous ne connaissons pas les préférences, les privilèges, les charges, le favoritisme ou l'avantage. Notre affection, notre amour et notre sagesse s'appliquent également à tous les êtres, car nous faisons partie de tout ce qui existe dans l'univers. » Elle expliquera que la façon dont elle a guéri l'enfant est par l'intégration et la désintégration. Il désintègre les cellules abîmées du corps du patient, et puis intègre de nouvelles cellules créées saines, dans le corps. Il y a des milliards d'années, les Apuniens ont décomposé l'atome en sa plus petite particule, appelée par eux Minus. Avec ce travail, ils ont obtenu les pouvoirs les plus élevés, tels que l'immortalité, le contrôle des ions positifs et bien d'autres. Ce que les Apuniens appellent les ions positifs et négatifs, n'a rien à voir avec les ions définis par la science terrienne, il s'agit de particules d'énergie emplissant l'espace, avec deux polarités opposées. Ivanka dit « Je vais te montrer ce que la conscience de l'unité permet de réaliser. » Puis, joignant le geste à la parole, elle traça dans l'air un signe incompréhensible de la main. À l'instant même, 7 moutons du troupeau se retrouvèrent brusquement métamorphosés sous les yeux de Vitko en vase fleuri. Il crut à une séance d'hypnose collective, comme lors de son contact précédent. Ivanka semblait lire dans ses pensées, et déclara que l'un des problèmes des terriens était d'avoir du mal à accepter ce qui dépasse leur entendement. Elle fit alors un nouveau geste de la main, et cette fois, les vases se transformèrent en 7 colombes. Des chiens se mirent immédiatement à courir après les colombes, pour essayer de les attraper, et Vitko pensait « Pauvres chiens, ils ont été hypnotisés comme moi. » Elle fit encore un nouveau signe, et les 7 moutons réapparurent aussitôt. Puis, visiblement amusée et satisfaite de l'effet produit, elle les invita à l'accompagner à l'intérieur de son engin volant. Vitko vit que cet appareil planait dans les airs, à environ 2 mètres du sol. De par la forme de ses ailes, c'était un petit avion, bien que d'un modèle étrange, puisque son corps était court mais épais, comme celui d'un avion de ligne. Ivanka lui dit que ses ailes sont repliables, et qu'il dépasse la vitesse du 1 million de kilomètres par minute. Ses portes, situées entre les ailes et la queue, s'ouvrirent et se rétractèrent dans les murs lorsqu'ils étaient arrivés à 1 mètre de distance. De l'intérieur, un étranger apparut, semblable à ceux que Vitko connaissait déjà, mais qu'il n'avait jamais vu avant, qui s'appelait Alif. Vitko pensait que le navire vacillerait, à cause de leur poids, à mesure qu'ils montaient, mais il n'y eut aucun mouvement. Kispé, Ivanka et Vitko sont montés. À l'intérieur, une pièce ovale, sans angle droit, assez vaste et meublée de plusieurs fauteuils. Sur les murs, il y avait plusieurs écrans intégrés, semblables à des téléviseurs, mais d'une couleur agréable. Un autre membre d'équipage appelé Pedro était à bord, nom qu'il utilise sur Terre, pas son nom apunien. Ivanka parlait de son passé de misère sur Terre, son abandon par ses parents, de la vie sur Terre de façon générale. Un écran fonctionnait sur le mur opposé et toutes les scènes commençaient à défiler au fur et à mesure, de ce dont leur parlait Ivanka. Cet écran fonctionne par ordre de pensée, mais les scènes sont réelles, telles qu'elles se sont produites. Une fois que l'écran a reçu l'ordre d'afficher n'importe quel sujet, il fonctionne indépendamment de toute pensée. Il est appelé écran temporel, et permet de voir des événements de milliards d'années du passé et jusqu'à 10 000 ans dans le futur. Il a été demandé à Vitko de penser à quelque chose. Il a pensé à sa naissance, et alors l'écran a affiché la scène du monde réel de sa naissance. Il lui semblait qu'il pouvait toucher tout ce qu'il voyait. Il a vu aussi des scènes intimes de sa vie d'enfant que personne ne pouvait avoir filmées. Mais il a aussi vu des choses qu'il ne savait pas, sur le pourquoi des événements se sont passés dans sa vie, un enrichissement d'informations. Il a pu voir ce qui était arrivé à des amis disparus pendant la Seconde Guerre mondiale, et plein d'autres événements que personne n'aurait pu savoir. Son ami Kispé a contemplé les images de Hélène de Troie sur l'écran, qui répondait à sa demande de la voir, et a pu observer des scènes de la guerre sanglante entre Troyens et Grecs. Il a vu aussi la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. Ils ont montré à Vitko aussi des scènes de vie dans une ville, sur la planète Apu d'origine avant son explosion il y a des milliards d'années, qu'il a projeté dans l'espace à divers endroits. Ivanka lui expliquera avoir analysé les causes du mal sur Terre, qui sont de 2 types, les unes créées par l'homme, et les autres par la nature. Mais le plus négatif de tous est l'argent, car il est presque toujours source de souffrance. Il est le créateur de la guerre, de l'égoïsme et de l'exploitation. Cela retarde toutes les avancées, découvertes et recherches que l'homme pourrait développer, pour corriger des phénomènes naturels extrêmement nocifs pour la vie cellulaire. Le destin de l'humanité est entre les mains de l'homme lui-même, et lui seul doit et peut résoudre ses problèmes. Cela passera par l'unité, la paix,
l'étude, le travail collectif, et une ferme confiance en lui-même et en ses efforts. Ce n'est qu'alors que l'humanité aura le temps et la force de corriger les phénomènes créés par la nature, tels que les maladies, la mort, la négativité du Soleil. Une catastrophe a fait que la planète Apu a été placée dans un endroit de l'espace densément chargé d'ions positifs, sans influence solaire, ce qui a provoqué l'existence d'êtres composés de matière positive. Ils ne sont pas les seuls dans l'univers à vivre de cette façon. La plupart des planètes des autres systèmes, en dehors du système solaire, vivent de la même manière. Certaines sont plus avancées que d'autres, mais les Apuniens n'en connaissent pas d'autres qui aient atteint leur niveau de civilisation. Ils connaissent un peu plus de 1 million de civilisations. Ivanka dit « Je vais aussi vous dire que parmi les planètes du système solaire, la Terre est celle qui atteindra bientôt une position à peu près parfaite par rapport au Soleil, et alors ses habitants vivront différemment, dans le dernier des millénaires de l'époque terrestre. Nous avons été très occupés à aider les Terriens. Nous avons utilisé nos pouvoirs pour placer cette planète dans un environnement positif. Nous envoyons sous différentes formes des quantités d'ions positifs, depuis notre atmosphère, pour magnétiser la Terre, et nous l'avons fait, et malgré la forte réaction des rayons du Soleil, au cours des 2 derniers millénaires, ils ont commencé à donner de bons résultats. Ils expliquent qu'ils visitent la Terre, car ils ont déjà construit dessus par le passé. De nouveau il lui est montré des scènes du passé. La construction de villes sur Terre, avec la lévitation des pierres pour déblayer le terrain pour commencer. Il voit la construction de la ville de Cusack par eux, appelée ensuite Cusco. Puis il lui a été montré une catastrophe terrible, des ouragans, des cyclones et des vents étranges et indescriptibles qui ont balayé ce qui était sur la Terre, comme s'il s'agissait de feuilles mortes, et lorsque ce tourbillon destructeur a pris fin, la surface de la Terre a été dépeuplée des plantes, animaux et humains. Les pôles étaient devenus la ligne équatoriale, et cette ligne est devenue un méridien. L'endroit où se trouvait auparavant l'immense Pampa, avec l'impressionnante ville de Cusack, était devenu des pics et des ravins avec des abîmes profonds. Cet événement a provoqué un retard irréparable dans le progrès de l'homme, et un problème pour eux. Elle a également été à l'origine de plusieurs phénomènes, qui ont émergé et perdurent jusqu'à présent. À cause de cette catastrophe, une partie de l'espace s'est déséquilibrée, ce qui a causé des difficultés à leur ville volante pendant des centaines de milliers d'années, lors de leur voyage à travers la Voie lactée. Certaines de leurs machines volantes peuvent atteindre des centaines de millions de kilomètres par seconde. Ils peuvent aussi voyager individuellement sur des centaines de milliers d'années-lumière, en quelques secondes, par la désintégration de la matière contrôlée par leur esprit. Au mois de juillet et août 1960, Vitko aura 5 autres rencontres avec eux, et il comprend qu'il ne les rencontre pas par hasard. Il est suivi par leurs écrans temporels pour des rencontres provoquées, dans les zones reculées de l'Ancash. Il apprend à leur faire confiance, et ils lui montreront et lui diront de nombreuses choses. Il aura encore plusieurs rencontres dans les mois qui suivent. Il saura expliquer qu'il y a des milliards d'années, Apu était une planète immense et unique dans l'espace, dont le diamètre était fantastiquement grand, de la taille d'un système entier. Elle appartenait à un système unique qui, outre Apu, possédait quelques étoiles à l'état incandescent, ce qui l'éclairait très faiblement. Les jours étaient infinis, car ni la planète ni ses satellites ne bougeaient. De plus, Apu avait une civilisation très avancée. Les Apuniens avaient déjà commencé à voler à travers l'espace pour l'explorer. Mais un jour, une énergie a été générée accidentellement depuis l'intérieur de la planète, et Apu a éclaté en morceaux qui ont été projetés dans l'espace, car une étoile s'était créée en son centre, à la place occupée précédemment. Cette étoile est notre Soleil. Les parties d'Apu éjectées par l'explosion ont tournoyé dans l'espace, devenant des planètes et des satellites. Ils ont été attirés pendant des milliards d'années terrestres, et ont ainsi formé de nouveaux systèmes. La plus grande partie de la planète détruite a été projetée avec le temps, à des centaines de milliers d'années-lumière. Il se trouve que dans cette partie d'Apu, certaines villes avec leurs habitants, de petites rivières, des lagons et de la végétation ont survécu. Même si à cette époque, les Apuniens avaient déjà commencé des vols spatiaux plusieurs siècles avant l'explosion, il leur fallut plusieurs millions d'années pour surmonter les ténèbres, s'habituer à la rotation que la planète avait acquise lors de sa nouvelle orbite, et se remettre de l'énorme catastrophe. C'est ce morceau qui s'appelle Apu et est dans la galaxie X9. Mais lorsqu'ils réussirent à se rétablir, ils poursuivirent leurs vols spatiaux. Ils se mirent à la recherche des autres parties d'Apu, dont ils pensaient qu'elles tournaient dans l'espace. Chaque jour, ils retrouvaient des fragments éparpillés, mais si petits, qu'il ne valait pas la peine d'en prendre soin pour les peupler. Ensuite, ils ont trouvé de grandes parties, transformées en planètes, et les ont peuplées quand elles présentaient des conditions propices à la vie, pendant des millions d'années. La Terre est l'un de ces anciens morceaux de l'Apu originel. Un jour, un vaisseau apunien descendit à la surface de la Terre.
La Terre à cette époque avait perdu toutes les conditions de vie qu'elle possédait lorsqu'elle faisait partie de sa planète mère, Apu, avant l'explosion. Mais comme elle avait une surface régulière, et était éclairée par la lumière du soleil, les Apuniens ont décidé de la peupler, pour obtenir de nouvelles expériences dans le développement physique, psychique et intellectuel des êtres, sur une planète si proche de la phénoménale boule de feu, qui avait provoqué la destruction d'une immensité de l'espace. Les Apuniens aiment que les Terriens viennent sur leur planète, et beaucoup sont restés avec eux. Il y en a de différentes époques. Il y en a qui datent de l'époque où ils avaient peuplé la Terre pour la première fois. Il y a aussi des gens de toutes les planètes de l'univers. Il y en a qui vivent avec eux depuis des milliers d'années. Lors de l'une des rencontres où Kispé était aussi présent, il lui a été présenté Zé, un Apunien qui vécut un jour sur Terre sous le nom de Jésus-Christ. Zé dit: quelques 500 millions d'années terrestres se sont écoulées, depuis que les phénomènes spatiaux ont rendu difficile pour les Apuniens la visite fréquente de la Terre. Ce n'est qu'au début de ce siècle, que le système auquel appartient la Terre est entré dans la zone positive favorable à la navigation de nos navires et de nos villes volantes. L'une des raisons de nos fréquentes visites actuelles est de positiver l'esprit des hommes, afin qu'ils méditent et résolvent leurs problèmes, avec la raison et non avec la guerre. C'est avec beaucoup de difficultés que je suis venu sur Terre à plusieurs reprises, après le déluge, pour collaborer avec les Terriens. Il a indiqué à Vidko être venu 504 fois sur Terre sous différents noms, pour aider depuis le déluge terrestre. Il prétend avoir plus d'1 million d'années. Avec l'intégration, il peut changer sa forme, son apparence, guérir et régénérer son corps. Les derniers contacts auront lieu dans les 3 premiers mois de 1961. En fait, pour raison professionnelle, Vidko a été obligé de déménager pour Lima, à 500 km de Hualanca, et alors il n'a plus eu de contact. Il prenait des notes suite à ses contacts et a constaté avec ses notes qu'il avait passé plusieurs centaines d'heures avec les Apuniens. Il a décidé de publier des livres avec ses notes, en langue espagnole. Il a publié un livre en 2 tomes intitulé « Misère de l'argent » en 1975, qui raconte la vie de Ivanka sur Terre jusqu'à son départ pour Apu. Puis, le premier livre important parlant des Apuniens intitulé « Galaxy X9 » est publié en 1976. Le deuxième livre important publié en 1981 raconte tout l'historique des contacts et leur contenu détaillé, et s'intitule « 170 heures avec les extraterrestres ». Il a été édité en anglais par Wendell Stevens en 2004, et publié avec une faute de frappe sous le titre « UFO Contact from Planet Apu 100 Hours with Extraterrestrial ». Si vous êtes intéressé à en savoir plus, un article complet dont est issue cette vidéo résumée est à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez le lien vers l'article dans le descriptif attaché à cette vidéo.